Montana Holidays vous fait voyager avec Breton d'ailleurs. Bonjour, bienvenue en Sardaigne. On démarre ce Breton d'ailleurs à Cagliari, la ville aux 7 collines. Il y a Lisbonne, il y a Prague, il y a Rome surtout, et il y a Cagliari, une autre ville aux 7 collines. On remontera ensuite vers le nord de la Sardaigne en passant à Alghero et on terminera à Olbia. Évidemment, on va rencontrer nos Bretons. C'était très difficile d'en trouver ce mois-ci. J'en ai trouvé 2, dont la doyenne de Breton d'ailleurs, 84 ans, qui a plein de choses à nous dire. Allez, c'est parti. Bordée de la belle et grande plage du Poetto et de salines aujourd'hui hors d'usage où viennent s'abriter des colonies de flamants roses, Cagliari, la capitale de cette région autonome italienne, était bien auparavant une terre de marécages. Une zone de moustiques, vecteur du paludisme, avant d'être conquise par les Phéniciens au 7e siècle, suivie des Carthaginois, des Romains et des Byzantins, entre autres. Cagliari est d'ailleurs un concentré de ces différents peuples qui ont colonisé la Sardaigne et laissé leur marque, tels les Pisans au XIIIe siècle, qui lui léguèrent son quartier du Castello et ses 2 tours défensives impressionnantes, dont la tour de l'Éléphant. Tels aussi les Espagnols au XIVe siècle, dont le style reconnaissable est peut-être le mieux représenté ici, sur le portail de ce sanctuaire dédié à Notre-Dame de Bonaria, la Vierge de Bonaire, la sainte patronne de la Sardaigne, censée protéger contre le mauvais air justement, la malaria. Autre édifice religieux incontournable, également consacré à la Vierge, la cathédrale de Sainte-Marie, de style pisan. Point de rendez-vous régulier pour les départs des processions, nombreuses et colorées dans cette île très catholique. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio. Bonjour Erwan. C'est dans un quartier beaucoup plus calme et bourgeois, le quartier de Villanova, que je rencontre mon premier Breton, Erwan. Bonjour. Un jeune quadra, prof de français, qui vit ici depuis 8 ans. S'il est désormais établi, marié à une étudiante sarde et père d'un enfant, ce Finistérien a une jeunesse très mobile, avec beaucoup de petits boulots, pendant 10 ans, avant de reprendre des études sur le tard. Je suis né le 1er janvier 1977 à Brest. Et à l'époque, ma famille habitait à Lampol, Ploudalmézeau. Après, dans les années, début des années 80, on est allé vivre à Plomodierne, toujours dans le Finistère. Donc on me rappelle, on voyait la baie de Douarnenez, là on voyait de la Pointe du Raz au Cap de la Chèvre. Et puis après, fin des années 80, là on a de nouveau déménagé, on est allé du côté de Vannes, Séné exactement. Et pour enfin terminer à Saint-Nolff, toujours dans le pays de Vannes, voilà, proximité de Vannes. Et après quoi, j'ai quitté la maison familiale, on va dire, et puis j'ai commencé à voyager. Quand j'ai repris l'université, donc quand je faisais une licence langue-littérature, civilisation étrangère, en fait, on a le choix de 2 langues. J'ai fait le choix de l'italien parce que je pensais plutôt rester en Europe. Un bon choix, car il tombe amoureux d'une Italienne.
Voilà, à la fin de mon année Erasmus en Angleterre, je suis venu faire une saison à Cagliari. Cette amie-là qui m'a conseillé de venir voulait me faire rencontrer une amie à lui, Giulia. Et donc j'ai eu un coup de foudre pour cette fille-là, Giulia. On a convenu de se revoir en Bretagne. Et c'est de là que notre histoire a commencé en fait. Très vite, je décide d'aller la rejoindre en Sardaigne. Et il fallait être motivé quand même parce qu'à l'époque, elle habitait à Nuoro. Et Nuoro, c'est dans le nord de la Sardaigne et c'est particulier comme ville. C'est vraiment la Sardaigne profonde. Donc je suis allé chez ma belle-mère. Et je déménage là avec, oui, tout, la batterie, tout. Sans le saxophone que je me suis fait piquer dans le transport. Ouais, je me suis fait piquer le sax dans le transport. Vous en avez un là? Ouais, j'en ai un là. Vous, le travail à ce moment-là, qu'est-ce que comment ça fait? Je pensais bosser comme prof. Je trouve une petite association où je travaille comme volontaire. Et puis, assez vite, je rencontre Vincent, le directeur de l'Alliance française. Je fais aussi des cours d'anglais dans des entreprises. Et donc aujourd'hui, vous donnez des cours Et aujourd'hui, dans les 3 langues. je donne encore des cours en anglais et en français. En français, plutôt l'Alliance, plutôt aussi une université privée qui forme des interprètes et des traducteurs. Et puis, je fais quelques cours privés aussi, des élèves de collège, de lycée. Et vous avez quoi comme statut? Vous êtes indépendant? Ouais, c'est freelance, on dirait ça. Donc on fait ce qu'ils appellent ici des COCOCO, c'est des contrats de collaboration, contrats projets. Précaires quoi. On est en Afrique là. Là on est vraiment entre l'Europe et l'Afrique. Déjà géographiquement, mais même sous plein d'aspects. Tout est lent, ça veut dire qu'il ne se passe rien, ça veut dire que c'est du copinage. Bon, en Bretagne, c'est carré, quoi. On dit un truc, on le fait, quoi. On n'est pas là en train de passer des heures. Et puis si on s'engage à faire un truc, payer quelqu'un, on le paye, et au centime près. Ici, moi, je peux être payé, je sais pas, 6 mois après, 1 an après. Là, je vais bosser pour des gens, ça va être du cash au bout de 12 mois. Il y a assez peu de travail, Et puis le peu de travail qu'il y a, ici, il y a un fonctionnement un peu particulier, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse parler de mafia, mais j'ai discuté avec un élève que j'ai eu qui était prof de sciences politiques, et il me parlait, lui, d'un système féodal, c'est-à-dire des familles qui se rendent service entre elles. Et puis, quand on fait partie du cercle, on a une chance de trouver un job. Et si on n'en fait pas partie, voilà. La petite lettre de référence compte plus que le curriculum, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Ciao Federico. Salut, ça va? Ça va, ouais. On refait comme les autres fois une petite situation. Quelle est ta réaction? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Si tu avais la possibilité de donner des conseils à Vivien, évidemment. J'envoie les conseils. Ici, vous êtes propriétaire? Ouais, on est proprio, mais c'est la famille. Hein. C'est aussi bien la sienne que la mienne. Moi, mon papa, il a aidé, et elle, ses 2 parents ont aidé. On a une super baraque, et puis on est tous les 2 des précaires. C'est ça qui est complètement absurde, quoi. Mais bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs entre la Sardaigne et la Bretagne. L'attachement à la langue, déjà. Sarde, c'est une langue, c'est pas un dialecte. Hein. Au niveau de la danse, on retrouve beaucoup de danses qui ressemblent aux danses bretonnes, comme les andros par exemple. Au niveau de la superficie de l'île aussi, c'est marrant, ça doit être à peu près équivalent. C'est excellent pour la voile, il y a beaucoup de vent, c'est très venté la Sardaigne. Donc c'est très bon pour la voile. Les gens sont très accueillants, globalement, les gens sont quand même très gentils, très courtois et toujours prêts à aider le touriste qui se perd. Donc c'est une île qui est trop peu connue et qui mérite d'être visitée, qui mérite d'être vue. Et elle a beaucoup à offrir, un énorme potentiel. On quitte Erwan et c'est ce que l'on constate en effet, en se promenant dans le quartier plus populaire de Stampas, autour de la place Ienne et de sa statue de Charles Félix de Savoie.
l'entrée des gelati, nous reprenons la route vers le nord, à la découverte du potentiel de cette île peuplée d'1 600 000 habitants et en forme d'empreinte de pied de Dieu, paraît-il. Terre d'oliviers, de vignes, de chênes-lièges, dont la récolte s'effectue tous les 10 ans. Terre d'animaux, de vaches, de chevaux et surtout de moutons. Ils sont plus de 3 millions sur l'île, soit 2 fois plus nombreux que les Sardes. Mais la vraie spécialité et la curiosité de la Sardaigne, ce sont les nurags et la culture nuragique. Ces tours étonnantes sont au nombre de 7000 environ et elles datent de plus de 3500 ans. Ce sont les constructions d'une civilisation mystérieuse contemporaine des Égyptiens et des Incas. Notre guide Sylvia nous en dit plus. C'est bien construit. Hein, voilà, ils étaient des excellents constructeurs parce qu'ils connaissaient bien des techniques pour faire rester là encore des pierres après plus de 3000 ans. Et tout cela est construit sans malte ni béton. Il y a un système de force et à l'intérieur, vous verrez, ça rappelle comme un labyrinthe. Et nous verrons des coupoles qui sont soutenues sur la clé de voûte. Ah bah super, on va aller les voir. Bien sûr. Allez, on va à l'intérieur. Là, nous sommes dans la cour. Tu vois, il y a l'entrée de la tour centrale en face, une tour dans laquelle après nous pouvons entrer. Et sur les côtés, tu vois l'entrée des autres tours. Et puis, il y a tout un système de couloirs, comme un système de rondes au rez-de-chaussée. Et puis, au premier étage, là-bas, par les autres ouvertures qui passaient à haut. Et tandis que la tour centrale a à l'intérieur un escalier colimaçon qui permettait de passer aux étages supérieurs. Il y avait 3 étages et une terrasse dédiée au sol. Voilà. Donc tu vois, c'est magnifique. Marie-là, c'est un des couloirs qui reliait les tours. Et tout tient sans malte ou béton. Et comme tu peux voir, les pierres plus grandes sont à la base, elles ne sont pas trop bien taillées. Et puis plus on va vers le haut, plus voilà, l'exigence de les faire plus précises. C'est vrai que c'est assez fabuleux, que tout tienne en place comme ça, sans s'effondrer sur nous. On va voir la tour centrale. Et là, nous sommes arrivés au 3e étage. Et imagine-toi la vue que déjà on peut avoir. Ah oui, c'est extraordinaire. Ici, on a l'avantage, on peut voir déjà une tour, tu vois, là-bas. Il y en a une autre là, oui. Une autre là-bas. Et si tu regardes un peu plus vers, voilà, en distance, vers la gauche, légèrement à gauche, il y en a un autre encore. Donc, il y en avait combien sur tout le site là, plusieurs. Là, on parle d'une concentration de 3 tours pour chaque kilomètre carré, dans cette partie-là. Et en prime, on a une super vue. On reprend notre route vers le nord. Prochain arrêt, Boza. Petite ville aux façades colorées, au bord d'une rivière poissonneuse. C'est là que j'ai rendez-vous avec 2 Français, Jean-Paul et Véronique. Alors vous, Jean-Paul et Véronique, il y a quand même une particularité dans votre histoire, c'est que Jean-Paul, vous n'êtes pas du tout breton, vous non plus, plutôt sarde, on va en reparler. Mais vous vous êtes rencontrés en Bretagne, racontez-nous ça. Ben oui, j'ai rencontré donc mon mari lorsque j'ai fait un voyage pour les vacances du côté de Rennes. Et donc on s'est rencontrés à un fest-noz, comme on dit là-bas. Et comme on pourrait dire ici en Sardaigne, un spuntino, voilà, donc, et ça a été un peu le coup de foudre. Moi j'ai fait 10 ans en Bretagne, j'ai sillonné toute la Bretagne, je voulais finir ma vie en Bretagne. J'ai été breton dans l'âme, c'est la mer, je sais pas. À défaut de Bretagne, la Sardaigne. Vous êtes installé quand ? En 2002, on est arrivé donc et on a choisi le village de mon père qui est né donc en Sardaigne, à Tresoragues. Et donc on a qui se trouve juste à côté de la jolie ville de Boza. 12 km de Boza. Voilà. Et après, voilà, du fait d'avoir rencontré mon mari, j'ai renoué, on va dire, avec mes racines. Et qu'est-ce que vous décidez de faire ? D'abord du tourisme, et puis ensuite, très vite, très vite, quand même un peu une petite dizaine d'années, on s'est orienté vers la gastronomie, on vend les produits sardes et on espère qu'on va maintenant
vendre les produits bretons. On va faire venir les produits bretons en Sardaigne parce que la saucisse galette, la galette saucisse, on a la même saucisse pratiquement en Sardaigne. C'est une boutique qu'on a en ligne et donc tous les jours il faut être derrière et puis faire de la publicité. On a aussi un blog, on a joint un blog où justement on pourra donner des recettes, expliquer comment utiliser les produits sardes et notamment le pain carazao. Donc c'est un pain qui respecte beaucoup l'âme du pain, on va dire. À côté de moi, il y a donc votre fils, Lorenzo, qui est sardo-français. Tu te sens plutôt sarde ou français? Sarde. Sarde. Ça se voit d'ailleurs parce que tu as un t-shirt. Raconte-nous, explique-nous ce t-shirt. Bah, ça parle des 4 têtes de mort qui expliquent les 4 régions de la Sardaigne. C'est le drapeau sarde. Voilà, le drapeau sarde. Bon, bah, je vous souhaite une bonne continuation. Si on veut manger des produits sardes, il faut aller donc sur quel site? Sur la boutique francosardo.com, tout bêtement. Bon, ah, voilà, on ira déguster. Merci. Jean-Paul et Véronique nous ont mis en appétit avec toutes ces bonnes choses. Et la Sardaigne, comme le reste de l'Italie, se visite également dans l'assiette. Parmi les spécialités sardes, nous avons particulièrement apprécié la frigola, ces petites pâtes en forme de billes souvent faites à la main. Et en dessert, les seadas à base de fromage et de miel. Sardes, bien sûr. Après cette pause gastronomique, on reprend la route côtière pour Alghero, au point de vue saisissant, surtout au coucher du soleil, avec à l'horizon la silhouette du Capocaccia qui se dessine, comme embrassant le soleil. Capocaccia, de jour et de plus près, offre un spectacle tout aussi magnifique. Le cap de la chasse doit son nom à la chasse aux pigeons organisée par les notables au XIXe siècle. Aujourd'hui, on y va surtout pour visiter les plus célèbres et vastes grottes de l'île, qui se trouvent à ses pieds, les grottes de Neptune, accessibles par 7 escaliers. On peut aussi visiter les grottes par la mer, en embarquant alors directement à Alghero. Elle est la plus catalane des villes sardes. Et pour cause, les Catalans ont séjourné 4 siècles à partir du XIVe ici, dans cette ville fortifiée. Leur empreinte est manifeste. L'avenue principale est baptisée la Rambla. Les plaques des rues sont écrites également en alguérois, langue très proche du catalan, et le blason de la ville, aux couleurs rouge et or, rappelle celui de Barcelone. La couleur rouge est d'ailleurs très présente ici, car Alghero est la ville du corail rouge. Mais gare aux imitations. Entre ces 2 types de corail, le plus rouge et le plus faux. Beaucoup de rouge donc à Alghero, mais aussi du rose cette année, car la ville a accueilli le Giro, le Tour d'Italie, pour son 100e anniversaire. Un tour connu non pas pour son maillot jaune, mais pour son maillot rose, justement. D'où ces dégradés de pastel, de rosé dans les rues et dans les airs. Quant au vélo, on le rencontre sous toutes ses formes. Le vélo que l'on retrouve jusque sur ses affiches. Si le Giro a 100 ans, ces femmes et ces hommes surtout en ont encore un peu plus. Et que de chemin dans leurs chaussures, selon la jolie expression chantée par Paolo Conte et choisie comme titre de cette exposition consacrée aux super centenaires qui sont légion en Sardaigne. Notre deuxième et dernier breton est une bretonne. Et elle compte bien être centenaire elle aussi. Bonjour Gisèle, c'est Marie. Elle en prend le chemin. Gisèle est d'ores et déjà la doyenne de Bretons d'ailleurs. 84 ans et dont 50 à vivre en Sardaigne. Exactement. Vous êtes arrivé quand? En mai 67. Et pourquoi? Eh bien parce que mon mari, nous étions à Milan avant. Je suis italienne depuis 1961. Je me suis reconvertie parce qu'avec ma licence en droit, je ne pouvais absolument rien faire.
Alors je me suis reconvertie à l'enseignement du français, ce qui m'a permis d'entrer à l'université italienne. Bref. Alors mon mari avait décidé de créer une entreprise en Sardaigne. C'était l'époque où les gens qui venaient du continent faisaient fortune en Sardaigne dans les années 60. Incroyable. Alors les débuts ont été très durs. C'était un choc de passer 2000 ans à Cagliari, un choc. Je me souviens comme j'avais vu une femme qui allait à la gare prendre le train, elle avait sa valise sur la tête comme en Afrique. Racontez-nous comment vous avez rencontré votre mari, qu'est-ce que vous faisiez en Bretagne? Oui, justement, j'étais attachée de direction à la Société économique de Rennes qui organisait des stages pour les étudiants en sciences économiques, étudiants de HEC français. Alors ces jeunes gens qui venaient de l'étranger, le samedi et le dimanche, il fallait bien... Mais moi je sortais d'un collège, les religieuses de Rillet, 6 ans. Mes parents sont cru obligés de me mettre dans ce pensionnat. Une discipline atroce. J'avais 10 ans de retard sur ma vie, sur mon éducation sentimentale. Je suis rentrée à 12 ans là-bas, au collège Saint-Joseph, et je suis restée 6 ans parce que j'avais sauté une classe. C'était tellement horrible. J'étais malheureuse comme les pierres, malheureuse. Puis surtout les garçons, on ne les regardait pas. Hein. On était élevés dans la haine de son propre corps et des hommes. Je ne peux pas tout raconter. Si j'ai épousé ce bel Italien, c'est parce que j'attendais un enfant. Mais vous l'aimiez aussi. Ah oui, jusqu'à la fin. C'est sûr que j'ai supporté des choses incroyables. Il avait 3 ans avant que je demande la séparation, il avait un autre appartement, une autre famille, une petite fille. Moi, je savais qu'il avait une aventure, hein, ça je le savais. Je pensais que c'était une aventure. Et moi, je l'aimais toujours. Un matin, en septembre 74, je me suis réveillée, je ne l'aimais plus. Alors, je me suis précipitée chez mon neurologue, dont le frère était avocat. Je suis allée voir l'avocat et j'ai demandé tout de suite la séparation. Vous vous êtes jamais dit à un moment donné, je rentre en France, je rentre en Bretagne? Oh, jamais, jamais. Vous savez, je suis une grande malade. Je souffre du mal de Sardaigne. Le mal de Sardaigne, c'est terrible. Le mal de Sardaigne, vous vivez en Sardaigne, vous ne pouvez pas la quitter. Vous comptez encore vivre 26 ans ici? Mais certainement. Certainement. Jusqu'à 110 ans. 110 ans. Après, j'aurais pu... Les gens vivent très très vieux en Sardaigne. Oh, bien sûr. Les centenaires, ici, vous les voyez en photo avec leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Il y a même eu un cas de triaïeul. Je mange du poisson presque tous les jours, je ne mange que des légumes cuits à la vapeur, je mange des fruits. Alors, une chose importante aussi, c'est le vin. Je bois un demi-verre, très important le vin. Est-ce que vous, la Bretonne quand même, est-ce que vous retournez en Bretagne? Oui, depuis... Alors, Saint-Malo, j'ai passé des vacances à Saint-Malo pendant très longtemps. En Bretagne, je l'ai dans le cœur. Je l'ai dans le cœur, en seulement. Alors, quand j'y vais, je pense toujours, je vais y rester. Le climat, je ne peux pas plus supporter le climat. Pensez-vous ce que c'est? Le ciel gris, le crachin, d'accord, c'est pas désagréable, on s'en fiche, on prend un bain, on sort sans parapluie. Mais le ciel gris... Y a-t-il des points communs entre Sardes et Breton? Énormément. Je dis toujours, ma phrase préférée, c'est la Bretagne est pour la France que la Sardaigne est pour l'Italie. Bien sûr. Tant t'es-tu comme un Breton, t'es-tu comme un Sarde. Alors exactement la même chose. Moi je suis restée pour 2 raisons, pour le soleil et pour les gens. Ouais. Est-ce qu'il y a des paysages qui ressemblent à la Bretagne aussi? Alors, la Costa Smeralda. À Lagacan, on l'a appelée Costa Smeralda parce que c'est la côte d'émeraude. Oui, bien sûr, la côte, exactement la côte bretonne. Peut-être exactement comme la côte d'émeraude par ses couleurs, même si le vert tend plus vers le turquoise ici. Mais la Costa Smeralda a des standards plus élevés. Cette côte est une incarnation du luxe à elle toute seule. Elle fut baptisée ainsi par Lagacan dans les années 60, qui l'a choisie pour y bâtir l'une des plus luxueuses expériences balnéaires du monde, tout en préservant les paysages et en utilisant des matériaux naturels.
Cela sous la houlette de l'architecte français Jacques Couel. Celui-ci imprima un même style à toute la zone, le style néo-méditerranéen qui rappelle un peu le modernisme catalan de Gaudi. Les plus beaux exemples en sont l'hôtel Cala di Volpe, où séjournait l'Agacan lui-même, et dont le prix d'une nuitée peut atteindre jusqu'à 24 000 €. Et l'église de Stella Maris, à Porto Cervo. Porto Cervo est le centre névralgique de la Costa Smeralda, le Saint-Tropez local, avec ses boutiques de luxe, ses voitures de luxe et bien sûr ses yachts de luxe, appartenant souvent à des oligarques russes, lesquels retrouvent ici un compatriote célèbre comme voisin, Vladimir Poutine, qui occupe cette maison. Voilà, on se quitte les pieds dans l'eau sur la Costa Smeralda, sur l'une des plus belles plages, la plage Capriccioli, qui veut dire petite chèvre en sarde. C'est aussi une plage qui a vu débarquer James Bond, alias Roger Moore, qui nous a quittés en cette année 2017, hommage à lui, dans L'espion qui m'aimait. Il débarquait à l'époque dans une voiture amphibie. C'est une des scènes remarquables du film, juste là, derrière moi. Voilà, comme on dit ici, arrivederci sani, à bientôt et en bonne santé. Ciao, ciao, on se revoit bientôt. E già si riparte, riparte, ma tornerò. Salin Holidays vous a fait voyager avec Breton d'ailleurs.